Bonsoir, ce soir dans Lumière intérieure, nous avons l'honneur de recevoir un comédien dont le visage nous est très familier. Nous l'avons vu dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Frédéric Shaw. Bonsoir Frédéric Shaw. Bonsoir. On vous connaît aussi par le Jamel Comedy Club. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette carrière de comédien ? À vrai dire, et pour être très sincère avec vous, j'ai jamais choisi et jamais eu la volonté d'être comédien. C'est juste un accident, je dirais même une opportunité qui s'est présentée à moi. Pour refaire un petit peu le fil rouge, j'étais extrêmement timide et pour pallier à ça, je m'étais mis dans la tête que faire du théâtre, en fait, était peut-être quelque chose qui allait m'aider pour me décoincer un peu. Et de fil en aiguille, j'ai eu une opportunité de faire du stand-up. Voilà, j'ai été repéré. Ensuite, j'ai fait le Jamel Comedy Club pendant 4 ans. Parallèlement à ça, j'ai passé des auditions et après fait des films. Et voilà, et aujourd'hui, je suis là. Et vous avez surmonté votre timidité ? Ah oui, je suis plus timide. Non. Incroyable, donc Ouais. il nous suffit à tous de faire du théâtre ? Bah, je vous encourage, j'encourage tout le monde à faire du C'est théâtre. vraiment ça qui vous a aidé ? Oui, vraiment. Après, avec l'âge, l'expérience, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis père de famille. Ça installe un homme et ça ancre quelqu'un. Ouais. Et alors, on vous a vu évidemment dans ces sketchs et vous nous avez fait rire, mais c'est intéressant pour nous d'imaginer qu'est-ce que vous ressentiez quand vous faisiez ces spectacles sur le monde chinois et que vous nous disiez par exemple le chinois sourit parce qu'il connaît la recette des nems. Qu'est-ce que vous aviez, et que tout le monde éclatait de rire, qu'est-ce que vous aviez au fond du cœur à ce moment-là ? Vous étiez un peu amer, vous étiez joyeux, comment est-ce que vous vous sentiez ? À l'époque, je n'étais pas dans ces réflexions-là. J'étais dans un but de faire mon métier d'humoriste dans le stand-up. Et c'est marrant parce que ça remonte à quand même presque 20 ans maintenant en arrière. Et c'est drôle parce que j'arrive plus à me définir comme humoriste aujourd'hui. Ah oui. Vous voyez, à l'époque, c'était un moyen de m'exprimer que j'avais trouvé. Mais je trouvais que ça ne m'a jamais vraiment défini. C'est juste que pour entrer dans le milieu un peu de l'entertainment, c'est le seul truc que j'avais trouvé. Faire rire. Ouais, la passerelle, c'était ça. Et je m'étais dit que par le biais de ma particularité, ma singularité, en fait, mes origines, étaient un moyen de faire rire comme a pu faire Danny Boone, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, en mettant en confrontation, en fait, leurs origines, leur histoire, leurs parents, avec la confrontation de la France. Et vous avez aimé faire ça ? Ah, j'ai adoré. Ah, vous J'ai avez adoré. Et j'ai adoré parce que vous imaginez bien que vous êtes dans une salle où il y a 100, 200, 1000, 2000 personnes et qu'il y a un fou rire commun. Ouais. Ça veut dire que la vanne déjà est passée et que vous avez une salle qui est en pleine écoute, qui est avec vous et qui une sorte vous de suit. communion avec la salle. Oui, le pire, ce serait un bide, par exemple. Ouais. Ça, c'est jamais arrivé ? C'est déjà arrivé, bien sûr. Quand on teste un peu le matériel, des vannes qu'on écrit, forcément, on ne les a jamais jouées devant qui que ce soit et parfois, la première fois, ça passe mal. Et comment on réagit ? Rien, il faut l'assumer, tout simplement. On laisse le silence ? Ouais, il faut l'assumer. Voilà. enchaîne. Dire à des gens, celle-ci, par exemple, je ne la ressortirai plus jamais. Ah oui, et là, les gens rient. Absolument. Ça, c'est pas mal. Vous avez écrit une autobiographie en 2015, Ouais. Je viens de si loin. Ouais. Et donc là, ça fait partie de cet itinéraire où tout à coup, vous cherchiez votre chemin. Pareil, c'est une opportunité. Un jour, j'ai eu... En fait, j'ai un ami qui est rédac-chef d'un magazine qui prônait la diversité et qui a donné carte blanche à plusieurs personnalités de raconter un peu leur parcours sur une page, ce que j'ai fait. Donc, j'ai été confronté à cet exercice. J'ai écrit une page sur mon histoire et il y a un éditeur qui l'a lu, qui a voulu me rencontrer. On a déjeuné ensemble. Ce déjeuner s'est transformé en 4 heures et demie de discussion, d'échanges sur ma vie. Et il m'a dit, mais il faudrait en écrire un livre. Et c'est comme ça qu'est né ce bouquin, qui est plus un hommage à mes parents, au parcours de mes parents, qu'autre chose. Et donc, tout à coup, vous avez été propulsé à devoir écrire. Oui, après, j'ai coécrit avec quelqu'un, parce que je n'ai jamais fait ça auparavant. Bien sûr. Ça demande une vraie structuration de ça. Et du coup, elle était là pour pouvoir, en fait, sortir les fondamentaux, enfin, ce que j'avais envie de dire et de parler, en fait.
Oui, parce que c'est pas très facile au début. Ah non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et si vous nous résumiez pour nous, vous aviez envie de dire quoi? J'avais surtout envie de mettre en lumière le parcours fantastique de mes parents, euh, qui quand même ont subi un génocide au Cambodge, qu'ont trouvé la force, les facultés en fait de pouvoir subvenir déjà subvenir à mes besoins, de vouloir survivre, de traverser des frontières, d'arriver dans un environnement, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, une langue qu'ils ne connaissent pas. Tout était complètement différent et de repartir à zéro. Et je crois que c'est pas donné à tout le monde et pour ça, ce livre leur rend hommage en tout cas. Et alors, comment ont-ils réagi? Ils étaient très touchés, j'imagine. Malheureusement, mes parents ne lisent pas très bien le français et voilà, ils étaient très contents de voir l'objet du bouquin. Très touchés, j'imagine. Mais je crois pas qu'ils l'aient lu encore. Et vous avez traduit des petits passages pour eux? Vous savez, avec mes parents, et puis c'est très propre à la communauté asiatique. Il y a une pudeur, il y a une certaine timidité, donc on se dit pas vraiment les choses. Et avec mes parents, ça passe par des dîners. On survole les choses, j'ai l'impression. C'est dommage. Et moi, j'ai tout retranscrit, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de leur dire dans ce bouquin. Ils sont venus vous voir jouer? Ouais. Et ils rient? Encore une fois, ils ne comprennent pas toutes les subtilités, mais ils sont surtout surpris par l'audience qui se mettent à rire de façon... Ils doivent être tellement fiers. En même temps, ils sont hyper fiers, mais ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas toutes les subtilités, mais en tout cas, voilà, ils voient qu'il y a des gens marrés dans la rue, que je monte sur scène, que je fais des choses qui ne sont peut-être pas communs au sein des gens de ma communauté, même si aujourd'hui, on en voit de plus en plus, mais quand on remonte à 17 ans en arrière ou 20 ans en arrière, j'en connaissais pas beaucoup, quoi. Ouais. Et non, ils sont très, très fiers. Et donc, votre vie a un peu basculé dans la notoriété au moment de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Est-ce que c'est ça le tournant qui fait qu'on vous arrête dans la rue aujourd'hui? Oui, le Jamel Comedy Club était déjà un palier qui était quand même assez important. Le bon Dieu, effectivement, beaucoup plus, parce que les 3 volets ont réuni presque un peu moins de 20 millions, je pense, d'entrées. Donc c'est énorme. Et tout le monde connaît votre visage maintenant? En tout cas, on m'arrête dans la rue, ça m'arrive. Et ça c'est pénible ou c'est marrant? Non, c'est toujours plaisant. C'est toujours bienveillant, donc tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais non, c'est vertigineux parfois, mais c'est chouette. Mais le petit garçon que vous étiez ne pouvait pas imaginer un tel itinéraire? À aucun moment. Vous aviez envie de faire quoi, petit? À vrai dire, j'en savais rien. Vous ne saviez pas? Mes parents m'ont dit, tu deviendras comme mes cousins, ingénieur, avocat, médecin, comptable. Ça faisait déjà un large panel. J'avais le choix entre 4 métiers. Donc vous avez commencé des études d'ingénieur. Puis vous avez été steward, il me semble. Je suis devenu steward, encore une fois, des opportunités, chercher un job d'été pour juillet-août. Et une amie d'un de mes voisins est venue déjeuner là-bas. Je suis passé et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Elle était hôtesse de l'air. Et pourquoi tu ne te présentes pas chez Air France? Donc comme ça, sans avoir fait d'études spécifiques, on peut arriver? J'avais un bac +3, donc je pouvais passer, je pouvais prétendre à postuler. Et ils étaient tellement intéressés par mon profil... parce que je leur ai dit que je parlais chinois, alors qu'en fait, pas du tout. Mais vous n'avez pas été démasqué? Avec ma tête, c'était difficile de ne pas me croire. Mais après, on ne vous a pas demandé d'être sur un vol où il fallait tout faire en chinois? Je trouvais une arnaque parce que quand il y avait forcément, quand je partais à Pékin ou à Shanghai, il y avait 98% des passagers étaient chinois et ils venaient me voir et je leur disais qu'en fait, j'étais japonais. Et oui, du coup, ça marchait. Et vous n'avez pas été viré par la direction qui l'a su? Non, parce que personne ne vérifiait, en fait. Voilà. Donc, je rebondissais en anglais tout de suite. C'est très drôle. Et vous avez aimé ce métier? J'ai adoré ce métier. Vous avez fait ça combien d'années? J'ai fait ça plus d'une dizaine d'années. J'ai voyagé partout dans le monde. Et ça m'a... En fait, ce métier, ce qui est fantastique, mais de façon générale, le voyage, ça m'a ouvert l'esprit sur toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir. Tout ce qu'on peut entendre ou lire dans les informations et qu'on prend pour argent comptant, en fait, le voyage nous permet en fait de décortiquer autre chose que ces informations-là. Et moi, le voyage, typiquement,
la croyance qu'on peut avoir sur le continent africain, moi, c'est un continent que j'ai découvert et que j'ai adoré. J'ai adoré aller en Afrique. Et parce que les gens sont fantastiques là-bas. Et en Asie, pareil. En Asie, j'ai adoré aussi. Donc c'était la première fois que vous retourniez en Asie dans le cadre de ce métier ou non? Mais c'est la première fois que je prenais l'avion. Ah oui, c'était la première fois que vous J'avais preniez jamais l'avion. pris l'avion avant Air France. Donc c'était très émouvant. C'était, vous savez, c'est comme si, ouais, c'est un monde qui s'ouvre à moi parce que mes parents, comme ils connaissaient pas grand-chose, j'ai pas découvert tant de choses. Mes parents étaient limités par le travail, par plein d'aspects anxiogènes. Ouais. Ne serait-ce que la langue, très... Ouais, et éprouvant. du coup, moi, on me lance dans ce bain-là, forcément, je vais découvrir Tokyo, Los Angeles, Miami, New York, Bamako, enfin, voilà, j'ai voyagé partout. Et vous croyez qu'à ce moment-là, vous cherchiez déjà un peu à retrouver votre origine Non, Non, pas encore. non, j'étais dans... à cette époque-là, c'est une bonne question, on m'a jamais posé ça. Je dirais que j'étais dans une sorte de libération où je sortais un peu de ce cadre qu'indirectement mes parents ils m'ont mis. Ouais. Où ils ont tout drivé pour moi, où je devais être ingénieur. Et pour une fois, en fait, j'ai eu cette liberté d'être dans un pays tout seul, pouvoir aller dans un restaurant ou aller visiter quelque chose, un musée, ou voilà, me balader en fait et être avec mes pensées et ma réflexion et de me dire mais qu'est-ce que j'ai envie pour moi, tout simplement. Et le voyage permet ça. Mais vous n'en avez pas fait votre vie Non, parce que forcément, je suis rentré assez jeune et il y a un constat qui est quand même difficile, c'est qu'à vers les 26-27 ans, j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Vous pouvez un instant le décalage horaire. être je sais pas, à Los Angeles, vous rentrez à Paris, 3 jours de repos ou 4 jours de repos et vous repartez en fait à Tokyo. Donc vous avez une amplitude de décalage horaire qui est... Donc vous n'en pouviez plus. Ah, j'étais très fatigué. Donc c'est ça qui a déterminé le fait de trouver autre chose. C'est surtout que je m'étais dit que je ne pourrais pas faire ce métier-là toute ma vie. Ah oui. Après, parallèlement, je prenais des cours de théâtre, Voilà. parce que j'allais beaucoup au cinéma. Et après, comme je vous ai dit, j'ai eu des opportunités pour devenir comédien. Très bien, Frédéric Chaud. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de votre émission. Ouais. On vous a sûrement dit, on va vous mettre des mots ici sur cet écran. Vous allez avoir 4 mots et ce sera à vous de jouer, de commenter et d'éclairer ces mots. Très bien, allons-y. Merci beaucoup, à tout de suite. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure et nous recevons ce soir Frédéric Chaud. Et maintenant, c'est le temps des mots et nous avons choisi comme premier mot en pensant à vous, le mot déracinement. Déracinement, c'est un mot qui définit un pan de ma vie, surtout ceux de mes parents et fatalement le mien. Parce que mes parents venant du Cambodge n'ont pas fait le choix de venir en France, ils ont été forcés. En un claquement de doigts, on leur a dit voilà, vous avez 30 minutes pour préparer vos affaires et partir immédiatement. Donc ils ont marché de Phnom Penh, capitale du Cambodge, jusqu'à Ho Chi Minh, au Vietnam. Et ensuite, on est resté 1 an et demi. Ils sont restés 1 an et demi là-bas. Moi, je suis né là-bas. Et 6 mois après, on est arrivé en France. Voilà. Et après, mes parents ont dû survivre à des conditions, un environnement différent, une culture différente et surtout donner une chance à leurs enfants de s'émanciper, de vivre pleinement leur nouvelle identité, sans oublier leurs racines. Et mes parents ont fait un travail fantastique. Et vous dites que donc en 30 minutes, on leur a demandé de partir. Qui est cet interlocuteur? Peut-être que vous pouvez nous en dire davantage. Oui, c'est des Khmers rouges, en fait, qui sont arrivés pour vider la capitale Phnom Penh donc, de ses habitants. Donc, quel que soit son métier, on était forcément ennemis du régime parce qu'on était là? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous étiez... ils considéraient que les gens qui habitaient à Phnom Penh étaient
des notables, des gens privilégiés. Et c'est vrai que la politique et la culture des Khmers rouges était prôner le communisme et de dire que tous les biens étaient pour la communauté, pour le pays, et que des richesses, en fait, ou des gens cultivés ou des notables devaient absolument être exterminés, ou en tout cas devaient fuir ce régime-là. Donc on ne les a pas exterminés, mais on les a chassés. On leur a demandé de donner tous leurs biens. Donc ils ont été spoliés comme ça du jour au lendemain. Ouais, mais il y a quand même des gens qui ont été exterminés. On les a mis dans des camps, comme un camp qui est assez mythique là-bas, malheureusement, pour ces faits, qui est S21, qui était un camp d'extermination. C'était une ancienne école, et des gens ont été emprisonnés là-bas et torturés, questionnés et tués. Et donc ça n'a pas été le cas de vos parents? Non, ils ont eu cette chance-là. À cause de quoi? Parce que ma famille était une famille bourgeoise qui avait des dollars et de l'or, et donc en échange de certaines de monnaie ou d'or, et ils avaient des passe-droits de pouvoir passer des frontières, voilà, des passe-droits. Et ils sont partis juste comme ça en couple ou bien? Et vos Non, grands-parents? toute ma famille. Il y avait mes tout le oncles, monde. mes tantes, mes grands-parents, tout le monde. Tout le monde. Ouais. Et donc d'un coup, on passe de être un bourgeois aisé avec un métier, une situation, et puis être sur les routes avec rien du tout et les poches vides et pas de sécurité du tout. C'est ça, ouais, ça rappelle un peu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, en 2015, avec les Syriens. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'avait quand même assez bouleversé à l'époque. Bien sûr. Et alors finalement, vous êtes né vous-même au Vietnam et vous avez finalement vécu toute cette expérience de déracinement, puisque votre maman vous attendait en marchant du Cambodge jusqu'au Vietnam? Ou vous êtes né complètement après? Non, moi je suis né après. Ils sont restés 1 an et demi au Vietnam, et dans ces 1 an et demi, c'est là que je suis né. Et 6 mois après, on est arrivé en France. Et alors ils ont quitté le Vietnam pour les mêmes raisons, à cause du communisme? Non, c'est que en fait, il y avait la possibilité de regrouper des membres de la famille, parce que j'avais des oncles qui étudiaient en fait en France, et du coup, ça permettait en fait c'était sous Giscard, et Giscard avait ouvert en fait les vannes et a pu accueillir plus de 170 000 réfugiés indochinois. Voilà, la grande majorité étaient des boat people. Et mes parents ont fait partie en fait de ces gens-là. Donc ils étaient en boat people pour arriver? Non, ils ont eu de la chance, ils ont eu des billets. Mes parents étaient issus de familles assez riches, donc mes oncles et tantes ont payé des billets. Et donc vous êtes arrivé en France, et qu'est-ce que ça implique pour un enfant d'avoir des parents d'une culture différente? Moi, j'estime que c'est une richesse en fait. C'est une richesse d'avoir de la nuance, d'avoir grandi dans un environnement, mais d'avoir aussi être inspiré par autre chose, et de comparer ces visions-là. La différence de culture apporte le débat, moi je trouve, et c'est plutôt une bonne chose. Et donc même petit garçon, vous avez vécu ça comme une bonne chose? Vous dites quand même que vous vouliez être plus blanc que blanc? Oui, quand j'étais petit, forcément, vous savez, quand on est enfant, on n'a qu'une envie, c'est d'être fondu dans la masse. Et fatalement, moi, avec ma différence physique, j'étais le seul asiatique dans quasiment tous les établissements scolaires dans lesquels j'étais. Et à partir du moment où on est différent, on est sujet à des moqueries. Alors, c'est pas vraiment... c'est pas lié que, j'appellerais pas ça du racisme, mais c'est juste qu'il suffit que vous ayez une oreille plus haute que l'autre ou un œil plus déformé que l'autre. Vous êtes sujet à la moquerie. Et moi, j'en ai pris quand même pour mon grade, on va dire. Et c'est vrai que ça a généré chez moi une sorte de rejet de mes origines. Mais au final, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était une force incroyable, quoi. Et j'en ai fait... j'ai quand même fait ce constat que grâce à cette différence-là, j'ai pu être steward, j'ai pu intégrer le Jamel Comedy Club, j'ai pu faire des films, j'ai pu écrire un livre, j'ai pu intéresser des gens. Oui, donc ce que vous voyez, petit garçon, comme un obstacle, est en fait, s'est avéré une richesse une fois qu'elle était assumée. Absolument. Je crois sincèrement que la singularité, votre singularité, si vous la transformez, ça en devient une force. Ouais.
Et à quel moment cette espèce de blessure et cette singularité qui vous coûtait est devenue une force? Enfin, qu'est-ce qui a été le facteur bascule? Je dirais c'est dans le process de l'écriture de mon livre, et parallèlement j'écrivais aussi mon film. Ça m'a permis en fait de comprendre mes origines, de réembrasser voilà, un peu cette histoire-là qui était méconnue, pour laquelle j'avais fait un rejet. J'ai passé du temps avec mes parents, avec mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, pour qu'ils m'expliquent un peu leur parcours. C'était touchant, émouvant. On a ri, on a pleuré ensemble. Ça a fédéré encore plus nos liens. C'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Après l'arrivée de mes enfants, bien évidemment. Ça vous fait poser beaucoup de questions sur comment vous allez transmettre. Je pars du principe que pouvoir bien transmettre, il faut avant tout se réparer. Et j'ai eu la chance de faire un peu ce process-là avant. Donc, en tout cas, j'espère bien transmettre aujourd'hui. Et bien justement, ça nous amène au deuxième mot, vous allez voir. Le deuxième mot, c'est héritage. Ouais. Héritage, on est dans la même thématique. C'est dingue parce que quand j'étais petit, donc l'héritage culturel, l'héritage culturel, je viens de le dire, non, c'est ça? Oui, mais c'est pas grave. Non. Donc l'héritage culturel et l'héritage familial que j'ai pu avoir, eh ben, c'est marrant parce que j'avais un aspect négatif là-dessus. Et à tel point, comme je disais, j'ai fait un rejet de mes origines. Et je trouvais que ma vie était imparfaite, en fait. Et ce qui est dingue, c'est que dans cette imperfection, elle m'a permis, moi qui la trouvais imparfaite, elle m'a permis en fait à péter des plafonds de verre et à réaliser certains de mes rêves aujourd'hui. Et le constat que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire que cette imperfection, à cette époque, était parfaite. Parce elle m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, qui est ancré avec ses valeurs, avec qui il est, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Et aujourd'hui, je suis en adéquation avec tout ça. Et peut-être que vous pourriez nous dire, mais par exemple, à la maison, chez vous, qu'est-ce qui était si différent de chez les copains de l'école? Ne serait-ce que la communication. Moi, comme je le disais, moi, j'étais étonné que... je me rappelle, parfois, j'allais dîner chez mes voisins et leurs parents leur demandaient comment ça allait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, comment ça s'est passé. Enfin, moi, j'étais... Et ça n'arrivait jamais? Jamais. Mes parents, ils me donnaient des ordres. Ah Mes parents, ils me disaient, descends, mets la table... voilà, débarrasse, va faire la vaisselle, nettoie, va te coucher, va faire tes devoirs. C'était ça. Mais après, je leur en veux pas. C'était un cadre. D'une, c'est culturel, et de deux, ils étaient oppressés par un objectif, c'était subvenir à leurs besoins et à mes besoins. Est-ce qu'il y avait des traditions chez vous, des traditions culturelles ou même religieuses qui vous ont été transmises? Déjà, on a une tradition qui est, bon, comme beaucoup de cultures, qui passe par la nourriture. Alors, moi, j'adorais ça. Les dimanches, on avait cette tradition de se réunir chez ma grand-mère et du coup, il y avait des plats asiatiques qui étaient somptueux et c'était un jour que j'adorais parce que ça me permettait d'avoir un peu, de voir des membres de ma famille, mes cousins, on pouvait jouer, il y avait une légèreté qui s'installait. Je reste assez nostalgique de cette période-là. Parce que ça n'existe plus? Vous ne continuez j'essaie pas ces fêtes? J'essaie de retranscrire ça avec ma famille, avec mes enfants. Vous savez faire les plats de votre grand-mère? Je m'y suis mis. Ah, bravo. Je m'y suis mis. Parce que je voulais absolument que mes enfants connaissent un peu ces saveurs. Et du coup, je me suis mis à cuisiner. Et on parlait quelle langue, du coup, dans cette fête du dimanche? On parlait la langue... en fait, en Chine, il y a plus de 26 dialectes et j'en parle un. Donc, la langue officielle en Chine, c'est le mandarin.
Et moi, je parle le Chaotuokroa. C'est un dialecte du sud-est de la Chine. Et ça, vous avez aussi transmis à vos enfants? Malheureusement, non. Ah oui, donc ça, eux, ils ne comprennent pas. Non, 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 non. Et la génération de vos enfants, des cousins et tout ça, ont tous perdu cette langue? Elle s'effrite, on va dire, Ah oui. malheureusement. Vous allez me faire culpabiliser. Ah non, 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 loin de moi cette idée. Et donc, vous avez parlé des traditions familiales et culinaires. Ouais. Est-ce qu'il y avait des traditions un peu religieuses, de prière ou... Oui, on avait, alors, que je perdure encore, on allait très souvent le dimanche quand on allait dans Paris, exactement à Chinatown, Paris 13e. Il y a un Tang Frères là-bas, qui est l'institution, en fait, une institution où c'est un grand supermarché avec des produits asiatiques. On allait faire les courses, ensuite on allait manger au restaurant et après on allait à la pagode prier, se recueillir. Moi, je le faisais de façon automatique parce que la référence était mes parents et donc dans cette continuité de transmission, je faisais comme eux. Je me suis jamais posé la question de la foi à cette époque et encore pendant très longtemps. Mais voilà, ça fait partie de mon héritage, de ma culture, de mon identité. Et aujourd'hui, je transmets ça à mes enfants parce que je trouve que c'est important de savoir d'où on vient pour pouvoir en fait s'établir plus tard et évoluer. Et donc, vous diriez que ça vous cultive quand même en vous un certain rapport à quelque chose de transcendant ou à quelqu'un de transcendant? Ou est-ce que c'était simplement des rites familiaux communs? C'est des rites familiaux et aujourd'hui, il y a un apaisement quand je vais là-bas. C'est marrant parce qu'avant l'émission, j'y étais. Ça m'apaise, c'est un moment, c'est comme si le temps s'arrêtait et c'est l'espace où je peux être avec moi et moi. Vous voyez, je ne suis pas perturbé, pas pollué par autre chose. C'est un espace de silence et de recueillement, ouais, comme si en fait on se faisait un point. Voilà, c'est comme si j'avais mon alter ego qui était en face et me dire mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Et toi, j'ai pris cette décision, tu ferais quoi toi? Voilà, c'est une discussion. Est-ce qu'on chante à la pagode ou on chante pas? C'est les moines qui chantent, je ne comprends pas ce qu'ils racontent. Mais... Donc on écoute en fait, on arrive et on écoute. Oui, alors quand il y a des moines qui sont en pèlerinage, mais généralement il n'y a personne. Il y a des gens qui viennent pour prier, se recueillir. Donc on dépose une bougie ou... C'est une tige d'encens. Une tige d'encens. Ouais, une tige d'encens. Qui représente sa propre vie, sa propre âme qu'on offre ou qu'est-ce que ça représente pour vous? Je ne sais pas trop, j'ai le sentiment que c'est une sorte de... Voilà, du même acabit qu'une bougie, quand on va à l'église. Une bougie, souvent, ça représente un peu la prière qu'on veut faire monter vers Dieu. Ouais, c'est ça, à travers peut-être la fumée de l'encens qui s'évapore dans l'air et qui va peut-être monter. Donc pour vous, c'est quand même quelque chose qui fait que vous faites monter vers Dieu? Ouais, je dirais un peu ça. C'est un peu l'image que j'ai, effectivement. Donc pour vous, il y a quand même quelqu'un qui vous regarde et qui accueille cet encens qui monte jusqu'au ciel? On peut dire ça, ouais. C'est marrant parce que j'ai jamais été croyant, mais pour vous raconter un peu, j'ai jamais dit ça encore, mais je vais depuis, on va dire, 10 ans à la pagode, alors qu'avant, j'y allais pas du tout. Parce qu'à un moment donné, dans ma vie, il m'est arrivé des trucs incroyables. Et je me suis dit que, voilà, il y a des choix que j'ai faits. À l'instant T, il y a une opportunité qui est arrivée. J'ai fait ce choix-là. Et si je n'avais pas fait ce choix-là, peut-être que j'aurais bifurqué sur autre chose. Et j'ai le sentiment d'avoir toujours fait les bons choix et que quelqu'un m'orientait vers ces choix-là. Donc je me suis dit, il fallait que je remercie à un moment donné. Et de façon naturelle, je me suis dit, allons à la pagode pour remercier l'univers, remercier quelque chose, remercier ce quelqu'un qui semble vous avoir conduit. Qui j'ai l'impression, est à côté de moi et qui prend soin de moi. Qui vous a enveloppé et conduit jusque c'est ça. Là. Je me sens, ouais, c'est vrai que très souvent, je sens qu'il y a quelque chose qui m'enveloppe, qui me dit, en gros, t'inquiète, je suis là. Ouais. Qui vous rassure. Ouais, c'est vrai. Qui vous enveloppe. Alors, nous allons passer au quatrième mot. Ah, c'est le troisième. Non, c'est le troisième. Oui.
On voit que je suis pas très forte en maths. Le troisième mot, et c'est le mot paix. Paix, écoute, ça rejoint encore cette continuité. Aujourd'hui, je suis en paix, ouais, parce que, comme je vous disais, je me suis réconcilié avec mes origines, avec l'homme que je suis, avec mon passé que j'estimais imparfait. J'ai de la gratitude en fait pour ces échecs, pour cette difficulté. Ça m'a permis d'avoir de la résilience, ça m'a permis d'être plus fort. Et face aux échecs et aux difficultés que je vais retrouver, j'y trouve voilà, comme je suis moins affecté en fait. Je me dis bon, voilà, c'est encore une nouvelle épreuve, je vais l'affronter et je vais grandir de ça. Je suis plus. Je trouve que la vie elle est beaucoup plus fluide. C'est un mot que j'utilise beaucoup, fluide. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent et qui peut-être traversent eux des épreuves et qui voient plus tellement le sens de leur chemin? Vous vous dites que vous avez eu l'expérience d'être conduit par quelqu'un. Ouais. Quel conseil vous nous donneriez pour trouver la paix? Parfois, en fait, enfin pour ma part, hein, ça n'engage que moi, mais quand on est confronté on est acculé par plein de choses qui nous affaiblit, qui rend la vie difficile, et ben on a envie de baisser les bras et c'est normal et c'est humain. Mais moi j'y vois plutôt comme je sais pas comment expliquer ça, comme une opportunité en fait. Avant, j'étais acculé, mais maintenant, je l'accueille et je me dis, voilà, c'est peut-être une opportunité d'agrandir ta zone de confort. Alors, Vous pourriez dire ça même pour une grosse épreuve? Ouais, mais la plus grosse épreuve, c'est la mort. Et bien justement, du coup, comment est-ce qu'on... C'est marrant, c'est quelque chose... voilà, j'y pense. Pas la mienne, mais de mes proches. Et je pense que plus on désacralise un peu les choses, plus on y va avec un... Voilà, la vie, elle est chouette. Et en fait, il faut savoir En fait, on est de passage et il faut savoir se dire, essayons peut-être que c'est pas aussi grave que ça, en fait, les problèmes qu'on a. Ou en tout cas, le prisme dans lequel on le prend, peut-être pas le bon. Il y a peut-être d'autres façons de l'affronter et de la voir. Et moi, avant, comme je vous disais, j'étais acculé face à une difficulté. Maintenant, Vous la voyez comme un passage. j'essaie de la détourner, de me dire, bon, je ne vais pas mourir. En tout cas, j'espère pas. Je vais l'affronter. Et c'est comme un petit nuage qui va passer. C'est difficile, un orage. Mais après ça, il va faire beau. Et quand on doit mourir, alors? Est-ce qu'on peut se dire, après la mort, il va on faire espère beau? en se retournant, en fait, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est de me dire, j'espère que ma vie était chouette, et ma vie était chouette. Vraiment. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était un passage. Un passage, ça signifie qu'on va ailleurs. Vous pensez qu'après, il va faire beau et qu'il y a dans cet ailleurs? Non, alors là, je n'ai pas poussé cette réflexion-là. Je pense qu'après la mort, je me suis jamais dit qu'est-ce qu'il y a après la mort. Jamais. Non. Et vous arrivez à vivre sans vous poser cette question, même pour ceux que vous aimez? Ouais, je préfère me dire, essayons d'avoir eu un bon séjour pendant ouais, j'appelle ça un séjour, pendant cette vie. Parce que ça a un départ et ça a une fin, comme un séjour. Et de me dire, j'ai passé des bons moments. Je m'efforce à ce que ça soit saupoudré de belles choses, quoi. J'avais aussi envie de vous poser une question par rapport à la paix. Ouais. Malgré tout, votre famille a été très marquée par cette violence invraisemblable qui leur a été faite au Cambodge vis-à-vis de ce régime communiste très violent. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont été traumatisés par cette violence ou comment est-ce qu'ils ont rebondi face à cette violence? Pour être sincère avec vous, je pense qu'ils ont été traumatisés. C'est traumatisant de toute façon. Évidemment. C'est traumatisant. On ne peut pas... ou en tout cas, on compose pour pas montrer ses fêlures, sa faille, les conséquences de ce passé, en fait. Donc on vit avec, on essaie de guérir.
tant bien que mal, et malheureusement, vous transmettez aussi ça Oui. à vos enfants. Ils m'ont transmis aussi ce truc-là. Donc ce truc que vous qualifieriez quoi? De quoi? Des fêlures Oui. de- Une angoisse par rapport à la violence? une angoisse par rapport à la violence, une angoisse par rapport à et un questionnement sur un tel déclassement. On se dit, mais pourquoi on a subi ça en fait? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Pourquoi mes parents, ils avaient 31 et 29 ans quand ça leur est arrivé, et de se dire, mais enfin, j'estime qu'à cet âge-là, on est assez établi, tout va bien à leur époque, tout allait bien, et du jour au lendemain, Ouais, c'est une injustice ouais, irréparable. c'est ça. Oui. Et de ça, ce déclassement, je pense qu'ils ont jamais réussi à... À complètement se relever. Ouais. Et ils m'ont transmis un peu ce truc-là, sauf que moi, j'en ai fait une force, quoi. Et vous avez déjà réfléchi à d'où venait cette violence du communisme? Je pense à la bêtise humaine, à la volonté de croire qu'on peut, je sais pas, certainement l'ego, la volonté D'écraser gratuitement un autre être humain. Ouais, certainement, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est des choses que je maîtrise pas, mais je me dis, en arriver à faire une guerre civile et à tuer des gens de son propre peuple, à exterminer plus d'1,7 million sur une population de, je crois, 6 millions, c'est énorme, quoi. Comment on en arrive là? Et voilà, et comment Mais ça, vous un n'avez homme pas a répondu pu à cette manipuler en fait une audience et à faire croire tellement de choses qu'on arrive à ces atrocités. Vous avez regardé le documentaire S21, Absolument. La machine de mort Khmer Rouge, et Absolument. comment vous avez réagi? C'était un choc pour moi parce qu'à vrai dire, moi j'ai toujours pensé que mes parents étaient arrivés en France pour des raisons économiques, pensant que l'Occident était l'Eldorado. Ah, il n'avait jamais dit? Ah non, il ne me l'avait jamais dit, non. Et à 26 ans, je découvre ce film documentaire qui est passé à Cannes, et donc ça a été un choc pour moi parce que tout concordait en fait au niveau des dates. Et du coup, j'ai confronté mes parents à ça. Donc j'ai acheté le DVD et je leur ai dit, papa, maman, voilà, j'ai découvert ce truc-là. Et j'ai vu leur tête en fait. Et leur tête face à ce sujet était la réponse à tous mes questionnements. Et encore une fois, ça a déclenché quelque chose en moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on succombe? Est-ce qu'on Vous avez on été en accuse? colère quand même, vous avez été Bien en sûr, colère. bien sûr. Mais j'ai eu qu'une volonté après ça, c'est de comprendre mon histoire. Donc j'ai tout lu, tout vu. Je me suis ultra documenté. Je connais parfaitement mon histoire maintenant. Et ça m'a donné une force pour pouvoir, voilà, entre guillemets, j'avais la volonté, et je l'ai compris très tardivement, que tout ce qui m'animait, c'était de redonner la dignité perdue de mes parents. Ouais, je comprends. Voilà. Alors nous allons passer au dernier mot. Ah oui. Et ce dernier mot, c'est espoir. Espoir, tout de suite, je pense à mes enfants, parce que j'espère que les fêlures que m'ont transmis mes parents, j'ai pas le sentiment que de leur transmettre à eux ces fêlures-là. Je pense que cet héritage, en tout cas, entre guillemets, a été coupé. J'essaie d'être le plus exemplaire possible pour que mes enfants puissent être plus ancrés. Pour que, vous savez, mes enfants, ils ont 8 et 6 ans, et à cet âge-là, leur référence, c'est leurs parents. Et si vous essayez pas d'être un petit peu exemplaire entre ce que vous dites et ce que vous faites, eux, ils vont faire la même chose. Alors, j'essaie d'en inculquer les valeurs qu'on m'a transmises. J'essaie d'être un pont entre
ma culture, leurs différentes cultures et aussi ce qu'ils voient à l'extérieur et de décortiquer un peu ce qu'ils reçoivent à l'extérieur et qui ramènent à la maison. On en discute beaucoup. Je discute énormément avec eux, chose que mes parents ne faisaient pas. Mais je ne leur en veux pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'étaient pas câblés pour ça, entre guillemets. Ouais, j'essaie d'être un bon papa pour eux. Donc vous diriez que c'est ça votre espoir aujourd'hui, être un bon papa? D'être une bonne personne. D'être une bonne personne avant tout. Je crois beaucoup au karma. Je crois beaucoup, à tort ou à raison, que quand on fait quelque chose de mal, en fait, on va se le reprendre en effet de boomerang, vous voyez? Oui, que le mal a des conséquences qui nous abîmeront nous-mêmes. Ouais. Donc, vous l'avez vu ça dans l'histoire de vos parents, par exemple, ces communistes qui ont fait tant de violence, vous trouvez qu'ils ont déjà eu la monnaie de leur pièce? certains bourreaux, oui, j'imagine. Vous savez, même si les gens qui ont été des bourreaux pendant ce régime, je pense qu'ils ne peuvent pas dormir tranquillement. Ils ont certainement certains fantômes qui doivent revenir et les hanter, quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est abominable. J'aimerais pas être à leur place. Donc pour vous, être une bonne personne, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est, selon moi, qui n'est pas animé de méchanceté, qui est plutôt... Ouais, c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui veut qui a de la bienveillance pour l'autre, de la compassion. Et ça, c'est quelque chose que vos parents vous ont transmis? Ouais, totalement. Donc ça veut dire que le mal qu'on leur avait fait n'est pas resté en eux comme une amertume et une violence? Si, certainement, mais je pense qu'ils avaient déjà cet ADN-là. C'est des gens vraiment gentils, mes parents. Ouais, c'est vraiment des gens bien. Donc ça, ils vous ont transmis cette bonté, cette bienveillance, cette gentillesse? Ouais, carrément. Et c'est pour ça, pour vous, être une bonne personne, c'est avoir un cœur bon? Ouais, c'est à la fois pour soi, mais à la fois pour l'autre. Moi, je suis toujours ému quand je vois quelqu'un... Enfin, ému, ça me fait plaisir de voir quelqu'un heureux, quelqu'un réussir. Ouais, c'est encourageant, c'est émouvant. Donc finalement, vous semblez dire que quelqu'un de mauvais sème le mal autour de lui, alors que quelqu'un de bon reçoit la joie de répandre la joie autour de lui. Je pense que quand on est heureux, on est quelqu'un de bien, on rayonne différemment. On rayonne différemment que quand on est... je sais pas, avec des aspirations négatives. Ou d'aspérité plutôt. Aspiration, aspérité. Peut-être la dernière question que je vais vous poser sur l'espoir, puis on passera à la dernière partie de cette émission. Est-ce que vous faites une différence entre l'espoir et l'espérance? C'est vrai que c'est difficile quand même. C'est une nuance qui est très, très, très petite, j'ai l'impression. L'espérance. Dites-la moi. Non, j'en sais rien. Pour vous, ce serait quoi l'espérance du coup? L'espoir, peut-être, c'est espérer des choses. Par exemple, espérer jouer dans un chouette film, espérer que telle chose marche. Et puis peut-être l'espérance, c'est quand les j'ai l'impression que l'espérance, on met des choses en marche. Non, l'espoir, on met des choses en marche pour atteindre cet objectif. Et l'espérance, on est peut-être un peu plus passif. On attend quelque chose sur lequel on ne maîtrise plus rien, c'est ça? Ouais, voilà. C'est assez beau. À travers ce que vous venez de me dire, ça me donne... j'ai envie de tendre vers ça. Ouais, c'est beau. L'espérance, on attendrait quelque chose de cet autre qui nous enveloppe, là où quand on n'a plus d'espoir sur les choses qui s'effondrent dans nos vies. Ouais. J'ai plus d'espoir que d'espérance, moi. Merci beaucoup, Frédéric Chaud. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission. D'accord.
Nous sommes dans Lumière intérieure et nous recevons Frédéric Shaw. Alors comment vous êtes-vous senti pendant cet épisode démo? C'est assez déstabilisant parce que vous parlez à des ampoules, un rideau noir, un fauteuil vide. Oui. Il n'y a plus de visage? Non. On se croirait dans un confessionnel en vrai. C'est autre chose. Non, écoutez, ça a été, j'ai été sincère. Voilà, tout va bien. C'était assez beau de vous entendre dire qu'au fond, tout votre parcours était pour redonner de la dignité à vos parents. Mm-hmm. Cette dignité bafouée et méprisée. Ça, c'était assez touchant. Ah, écoutez. On a parlé de la paix. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose qui menace la paix? Aujourd'hui, on est quand même dans une période de l'histoire où la paix est une fois de plus un peu menacée partout. Mm-hmm. Qu'est-ce qui menace la paix selon vous aujourd'hui? Alors déjà, ce qu'il faut savoir chez moi, c'est que ça fait plus d'une dizaine d'années que je ne regarde plus la télé. Je suis assez coupé des grandes lignes de l'information parce que, fut un temps, je lisais les journaux, je regardais la télé et ça avait un impact en fait dans mon moral, dans ma journée, parce que j'avais le sentiment d'accueillir que des mauvaises nouvelles. Et j'avais fait le constat que ça avait un impact dans ma journée. Ça a apporté de la négativité. Donc je vous avoue que... Vous avez mis ça à distance. Ouais, et même les réseaux sociaux. Alors, je suis en détox absolu même. Ah oui. Donc évidemment, j'ai quand même les informations qui arrivent, mais avec quelques heures ou avec jours un recul de retard. Je sais ce qui se passe dans le monde, mais je suis... si vous me demandez le ministre de l'Éducation aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est. Oui. Voilà. Vous avez besoin de silence, en fait. J'ai besoin de me focaliser sur ce qui me semble, dans ce que j'ai à affronter dans ma vie, de ce que j'ai à accomplir dans ma vie, dans ma paix intérieure, effectivement, dans ce qui est important pour moi, parce que de toute façon, je n'ai pas la main sur ce qui peut se passer outre-Manche, outre-Atlantique ou ailleurs. Mais pour répondre à votre question, ce qui menace la paix, en fait, aujourd'hui, c'est la grandeur des hommes, en fait. Oui, la grandeur au sens négatif, plutôt. Oui. Leur orgueil, vous voulez dire. Oui, des gens qui en veulent encore plus, qui veulent encore plus de parts de marché, encore plus de production, encore plus de... écraser l'autre, être une superpuissance. Donc ce qui vous semble important... Je sens qu'il y a une compétition, en fait, qui est accrue, en fait, entre les pays, les continents, et qui ne vont pas dans le même sens, quoi. Donc vous diriez que vous, ce qui vous semble important, c'est de cultiver votre propre paix intérieure? Oui et non, parce que je pense que on ne peut pas vivre en autarcie non plus. L'idée, c'est d'échanger, de pouvoir vivre l'un avec l'autre, ensemble. Et en fait, ce qui me manque, c'est de la fraternité. Oui. Voilà. C'est ça. On manque de fraternité aujourd'hui. Vous avez parlé de quelque chose ou quelqu'un qui semble vous accompagner discrètement. Vous lui donnez ni de nom ni de visage. Mais si on vous disait tout à coup qu'il avait un nom et un visage, si on vous disait à la fin de votre vie, tu sais, Frédéric, c'était Dieu qui t'a accompagné pas à pas, comment vous réagiriez? Je dirais merci. Oui. Merci d'avoir pris soin de moi et des miens. Et au fond, vous espéreriez? Même à travers les épreuves qu'il a saupoudrées dans ma vie. Ouais, je le remercierais. Même pour ça, vous diriez merci? Bien sûr. Donc ça va être une belle rencontre? Quand il veut, je le rencontre. Ok. On lui dit alors. On pourrait dîner alors. ensemble. Ok. On va lui transmettre alors. Très bien. Et merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric Shaw, on était très heureux de vous rencontrer. Je vous rappelle que vous pourrez revoir cette émission sur ktotv.com. Nous vous disons à la semaine prochaine. Nous étions très heureux de vous recevoir, Frédéric Shaw. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.